Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Kalfa Sanogo. Kalfa Sanogo est un homme politique malien et cadre de la DEMA-PASJ, ancien PDG de la CMDT et actuellement maire de la commune urbaine de Sigasso. Bonjour M. Sanogo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. N'importe quoi. Le président de la République a décidé de surseoir au projet de référendum constitutionnel qui faisait l'objet de vives tensions dans le pays. Quelle appréciation faites-vous de cette décision du président de la République? Le président de la République a pris une décision très sage et très courageuse à un moment très critique de notre vie commune. Et la décision est venue au bon moment, parce que passé cet instant, nul ne pouvait prédire ce qui allait se passer. Donc les aventures, notre pays en a suffisamment connu et aujourd'hui n'a pas besoin d'aventures. Donc je dis, la décision a été très sage et le fait d'avoir écouté tout ce qui se disait dans les coulisses, tout ce qui se disait dans la rue, tout ce qui ont été dit en face de lui-même par les différentes couches sociaux, religieuses, socio-professionnelles, etc. Et je pense qu'il a su écouter tout ça. Et c'est tout à son avantage d'avoir tiré la conclusion la meilleure possible à cet instant précis. Donc je considère que c'est une décision très sage. Les anti-révisionnistes pointaient surtout l'insécurité dans de nombreuses localités. Plus de 2 ans après l'accord de paix, peu d'avancées sur le plan de la stabilité dans le pays. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Bon, vous savez, un pays comme le Mali, en tout cas le Mali d'aujourd'hui, nous avons de grandes priorités. De grandes priorités qui ne peuvent pas être résolues par en tout cas, la révision constitutionnelle telle que proposée. Parce que c'est vrai, on a avancé la mise en œuvre des éléments de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, sa mise en œuvre est incontournable. Nous voulons que notre pays revienne à un peu de sérénité. Ça, c'est évident. Maintenant, ces éléments de l'accord d'Alger, est-ce qu'ils pouvaient être mis en œuvre sans toucher à la loi fondamentale? Ça, c'est une question. Mais même si c'était le cas, qu'on devait revoir la loi fondamentale, il y a des éléments que j'allais appeler de gouvernance négative, n'ayez pas peur de mots, qui se sont insérés dans cette révision, qui probablement, même pas probablement, qui n'ont rien à voir avec l'accord d'Alger. Et je m'explique. Dans ce que j'ai pu lire, il y a des éléments de concentration de pouvoir au niveau présidentiel. Or, certainement vous le savez, vous étiez jeune certainement, en mars 1991, je suis acteur d'alors, en mars 1991, nous contestions l'accumulation du pouvoir à un seul niveau. On parlait de dictature de Moussa Traoré. Dictature, ça veut dire quoi? Il y a une concentration. Donc nous ne pouvons pas, en tant qu'acteurs, ayant lutté pour que la concentration de pouvoir cesse, qu'on vienne aux urnes pour approuver ce retour à quelque chose qu'on a combattu. Et donc ces éléments que j'appelle de gouvernance négative qui se sont insérés dans cette proposition de révision constitutionnelle n'avaient pas grand-chose à voir avec la mise en œuvre de l'accord d'Alger qui, encore une fois, est obligatoire parce que c'est les engagements internationaux que nous avons pris devant le monde entier avec la présence, je me rappelle ce jour-là, lors de la signature au palais de congrès. Moi j'étais spectateur, parteur. Il y a eu des chefs d'État qui se sont déplacés
depuis le profond de l'Afrique, et je ne peux pas comprendre que nous hésitions à mettre ces éléments d'accord d'Alger. Maintenant, en mettant ces éléments de l'accord d'Alger en œuvre, par une révision constitutionnelle, s'il y a des blocages, des difficultés, on apprécie ensemble, avec l'ensemble des acteurs, et on peut y aller. On peut changer au cours de chemin ce qui a été difficile à mettre en œuvre. Mais ça, c'est une chose, et encore une fois, c'est une obligation. Mais de là à mettre dans la même mouture des éléments de gouvernance négatifs, ça, je dis, c'était un peu trop forcé. Mais encore une fois, je dis, le président a eu la sagesse de renoncer à ça, en tout cas de surseoir à ça. Et j'espère que c'est pour faire un toilettage plus conforme aux exigences de nos engagements internationaux. Et d'y enlever vraiment tout ce qui peut un peu parasiter ce qu'on recherche. On sait que votre parti fait partie de la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez rapproché le président pour lui dire ces éléments qui étaient, voilà, que vous jugiez pas nécessaires dans la révision constitutionnelle? Bon, je n'étais pas dans la délégation qui a rencontré le président, mais il y a une délégation de notre direction de parti qui a rencontré le président. Et je sais qu'il y avait le professeur Djemou Sangaré, notre président, mais aussi Moussa Wadiko, qui était, et à ce moment, on m'a rapporté que certains de ces éléments ont été donnés à l'attention du président. Parlons maintenant. On m'a rapporté, donc je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais la délégation est partie et on m'a rapporté que certains éléments ont été dit. On avait même dit de surseoir d'abord à référendum. Ça, c'était la position même de la direction du parti, de demander à ce qu'on sursoit à l'examen de ce. C'est pourquoi vous n'avez pas vu l'ADEMA PAJ en tant qu'institution démocratique, institution partisane, de manifester pour cette révision. Vous n'avez vu nulle part. D'accord. Et parlons maintenant de l'insécurité dans le pays, à Mopti notamment. Plusieurs élus décrivent le faible déploiement des forces de sécurité maliennes pour lutter contre le terrorisme. Dans votre localité à Sikasso, quelle est la situation sécuritaire? Bon, Sikasso étant tout à fait au sud, ressent peut-être à moindre degré les soubresauts de ce qui se passe au centre et au nord de notre pays. Pour autant, nous faisons partie d'un ensemble national et qu'on le veuille ou pas, tout ce qui se passe dans une partie de notre pays a des répercussions sur toutes les autres parties du pays. Et par exemple, la situation des biens et des personnes. Si on considère que Sikasso est une zone de production agricole assez importante, je ne veux pas jusqu'à dire que c'est la plus importante, mais assez importante. Et toutes les productions agricoles qui y sont, régulièrement, vous avez la patate douce, vous avez les ignames, vous avez la pomme de terre, vous avez les fruits et légumes divers, et en abondance et de façon permanente, les céréales. Forcément, l'excédent est écoulé sur l'ensemble des autres régions du Mali, y compris les régions du centre et du nord. Mais s'il y a insécurité, forcément, il y a un ralentissement de ce flux d'échange. Donc forcément, ça joue sur l'économie et donc sur la stabilité à terme de Sikasso. Ça, c'est évident. Donc,
à ce stade, vous voyez bien que s'il y a insécurité, les pommes de terre qui vont régulièrement, normalement au nord, ne peuvent plus y aller régulièrement. Les patates, les oranges, les mangues, etc. Donc, or, l'insécurité la plus grande et qui peut entraîner les autres insécurités, c'est l'insécurité économique. Donc, si ces répercussions, vous savez, les productions agricoles de Sikasso se retrouvent jusqu'en Gambie. La patate, quand c'est la période de la patate, vous avez des camions qui vont jusque dans les fonds de brousse de Sikasso pour aller prendre des chargements de presque des remorques de 60 tonnes, direction jusqu'en Gambie. Sénégal, Gambie, et la pomme de terre, c'est pareil. Alors, donc, au lieu de ça, et pendant ce temps-là, notre nord souffre du manque de ces produits, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'y arriver. Et donc c'est pour dire que si l'insécurité physique dont on parle continue au centre et au nord, forcément ça va nous arriver au sud avec la même intensité. D'ailleurs, vous avez appris il y a 2 ans déjà que dans les villages limitrophes avec la Côte d'Ivoire, avec Misséni, vers la Colondiaba, qu'il y a eu des soubresauts d'attaques de djihadistes, mais personne ne s'y attendait. Donc personne n'en est à l'abri sur, en tout cas, l'ensemble de notre territoire national de ce genre d'insécurité. Donc mieux vaut prévenir à d'autres niveaux. Vous avez posé le problème des forces de sécurité. Il faut être réaliste et franc. Nos forces de sécurité ne sont pas bien préparées à faire face à leurs tâches. Ils sont d'abord pas bien préparés, pas seulement sur le plan matériel, hein, parce que je suis paramilitaire, donc je suis à même mieux d'en parler. La préparation pour lutter contre l'insécurité, c'est d'abord une préparation psychologique. On est prêt à s'engager à tel niveau et il n'y a aucun problème. Ensuite vient la préparation physique et la préparation et maintenant l'armement, les outils. Parce que si vous allez aujourd'hui voir, même aujourd'hui, vous allez au poste de contrôle, vous allez voir que nos éléments de force de sécurité, gendarmerie, police, etc., ils sont en train de, même dans cette zone qui est déjà une zone à haute sécurité, à savoir Mopti et au-delà, vous allez voir des gens, malgré toutes les attaques, qui sont assis tranquillement. Personne ne veille, personne n'est alerte. Or, en pareille circonstance, si vous êtes deux, un doit toujours être en alerte. Même si l'autre se repose, un doit toujours être en alerte, d'une vigilance à toute épreuve. Or, vous allez les trouver là, souvent même déchaussés, le fusil à côté, mais survient quelqu'un qui sort du bois, mais ils prennent la tangente. S'ils prennent la tangente, ils laissent donc les chaussures, parce qu'ils n'ont pas le temps de se chausser, ils laissent les chaussures, ils laissent l'arme, et celui qui vient, il prend l'arme pour les abattre. Même demain, vous allez voir nos postes de sécurité, gendarmerie, attisés partout. Vous allez voir soit quelqu'un faire du thé pour eux, ils causent, etc. On ne sent pas des gens en zone de sécurité. C'est ce que j'appelle la préparation psychologique. Et quand on n'est pas psychologiquement dans cette atmosphère-là, eh bien on se laisse toujours surprendre et ça fait toujours des misérables parce que quand vous mourrez, c'est des enfants, des femmes, etc. que vous laissez. Idem pour les soldats. Il y a des soldats qui, vous les voyez,
et arriver quelque part pour se reposer, c'est tout, etc. Et aucune disposition d'alerte. Or, quand on est dans une zone de sécurité, il y a des dispositions pratiques à prendre quand on se déplace. Et on ne se déplace pas comme ça sans précaution. Et il y a, une fois qu'on sort à terre, même pour se poser, il y a toujours des éléments qui immédiatement veillent aux quatre coins cardinaux. Mais c'est des dispositions élémentaires pour d'abord sa propre survie, ensuite pour la survie de la communauté dont vous avez la charge de protection. Et donc, ce n'est pas seulement le problème de nombre, c'est aussi le problème de préparation à la tâche. Et il y a donc un gros effort, à mon avis, de préparation d'une force de sécurité et de défense à la tâche. Et tant que cela n'est pas, on assistera à beaucoup de choses qu'on voit, et c'est dommage. Et c'est dommage. Avant la mobilisation contre la révision constitutionnelle, le gouvernement était confronté à de nombreuses grèves, dont certaines qui sont toujours en cours. Et avec tous ces mouvements sociaux, comment pensez-vous que le pouvoir peut se concilier avec cette partie mécontente de son peuple? Bon, il y a un problème, de gouvernance générale, à mon sens, qui est posé. Pas de façon péjorative que j'aborde la question, de façon très réaliste. Il y a très longtemps, je peux le dire, parce que quand en 2011 déjà, je mobilisais pour que la succession d'Amadou Touré soit assurée par l'actuel président, je sais de quoi je parle, et le président sait aussi de quoi je parle. Il y avait quoi? Il n'y avait pas de gouvernance, c'est-à-dire que l'autorité de l'État était partie. Tous les pans sociaux étaient en difficulté. L'école, la santé, les pans économiques, la corruption, etc. C'est des choses qu'on vit depuis. Et mon espoir à moi était que, ayant fait la promotion de la candidature du président actuel à l'époque, était que, l'ayant vu à l'œuvre quand il était Premier ministre, on pouvait espérer que les choses allaient changer. Bon, force est de constater que les choses n'ont pas beaucoup changé, pour ne pas dire que dans certains cas, elles sont aggravées. Et quand il n'y a pas d'autorité de l'État, tout se met à se mouvoir tout seul. Pas dans un ensemble cohérent, mais chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'un État normal, un État de droit, il y a des références. Et les mouvements sociaux, souvent, sont justifiés, mais souvent n'ont aucune justification ni morale, ni économique, ni sociologique. Et comme nous avons collectivement démissionné de notre de vouloir bien nous gérer nous-mêmes, on croit toujours que c'est l'extérieur qui peut venir nous aider à nous gérer. Ce n'est pas vrai. Tant que vous n'avez pas développé en vous-même des ressources morales, matérielles, pour bien vous gérer, personne ne viendra vous aider à vous gérer, bien vous gérer. Ça, c'est pas vrai. Or, nous avons perdu collectivement ce désir de vivre normalement. Chacun veut tricher, chacun veut faire ceci, et au bout du lot, l'ensemble national tombe. Donc, ces grèves perlées, souvent, ce n'est pas justifié. Je ne peux pas comprendre. Dans un ensemble, parce que nous sommes un ensemble national qui doit
instituer le vivre ensemble. Avec tout ce que cela peut comporter, le vivre ensemble a des moments de difficulté, des moments d'heure et des moments de malheur. On souhaite que les moments d'heure soient les plus nombreux, mais vivre ensemble veut dire aussi qu'il y a une certaine solidarité. Vous ne pouvez pas, je prends le cas des médecins, vous ne pouvez pas faire 48 heures de grève et laisser vos frères et sœurs mourir en disant vous êtes en grève pour réclamer quoi? Un mieux vaut pour vous-même. Donc, quand on est centré sur soi. Et après, cette grève qui a duré plusieurs semaines, à la reprise, la condition c'est qu'on paye ce qui n'a pas été travaillé. Donc, ce n'est plus une grève, c'est des congés payés. Or, la loi de la grève, la grève est autorisée, mais quand vous faites la grève, vous observez la grève, et bien, on précompte les jours de grève sur votre salaire. Moralement même, vous devriez refuser de prendre cette partie de salaire. Mais si vous réclamez cette partie de salaire, alors que vous n'avez pas travaillé, alors que le salaire, c'est la récompense du travail effectué, ça veut dire que moralement, là, quelque chose ne va pas. Disons-le clairement et franchement. Quelque chose ne va pas. Ça veut dire que l'ensemble national est atteint moralement. Sinon, normalement, c'est eux qui devraient refuser de prendre le salaire. Mais non, ils exigent à ce que, et pour condition de reprise, le travail après grève, sinon on prend de la grève, c'est de payer ce qu'on n'a pas. Donc c'est des congés payés. Ça, c'est pas la grève. C'est notre morale nationale est idem. Là, les anciens ayant vu ça, ont entamé, et après, ont réclamé aussi qu'ils soient payés des jours chômés. Donc c'est chômé et payé. Il y a des choses, si on ne revient pas sur terre, si on ne revient pas dans une gouvernance normale, notre pays aura de la peine à se relever. Tout au contraire, nous allons à reculons. Donc quand vous allez à reculons, surtout si vous ne regardez pas là où vous allez à reculons, vous allez tomber dans un grand trou un jour et vous n'en sortirez pas du tout. Il y a des vérités, il faut qu'on se le dise, parce que tricher avec la vérité, ça vous rattrapera toujours. Je ne dis pas que toutes les grèves ne sont pas motivées ni justifiées, mais il y a aussi la morale qui doit jouer. Nous sommes un pays énormément en retard sur... C'est-à-dire que nous avons reculé. À un moment donné de notre histoire, au début de l'enfance, nous pensions, nous étions convaincus qu'on avançait. Mais aujourd'hui, si vous regardez tous les pans de notre pays, que ce soit les pans sociaux, les pans économiques, les pans sécuritaires, nous sommes à reculons. On a parlé de la sécurité tantôt. Les forces de sécurité et de défense du Mali étaient parmi les mieux structurées il y a quelques années de cela. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est cette morale globale qui a chuté, qui nous a mis dans cette situation-là. L'école du Malienne était parmi les écoles les mieux cotées de la sous-région. Et je me rappelle, quand jeune bachelier en 68, nous nous sommes retrouvés en Europe, nous étions quand même parmi, y compris parmi ceux qu'on a trouvés sur place, les Européens eux-mêmes, on était parmi les meilleurs. Dans les sciences en tout cas, on était parmi les meilleurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, ça vous le savez. Notre université, les gens qui sont là-bas, donc nous avons des problèmes réels. Et si nous perdons dans ce genre de grève où on se fout de notre avenir, chacun veut tout de suite manger quelque chose, ne pensant pas au moyen et au long terme, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc il faut qu'on se retrouve, que la gouvernance change et que parce qu'un état de droit, c'est aussi d'appliquer le droit dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur. Et une fois qu'on commence à laisser le droit faire autre chose, ok, il y a des saouké. Il y a des saouké. Ça en avance, même dans ta propre famille, tu laisses chacun faire ce qu'il veut,
eh bien, tu n'auras pas de famille. L'État, c'est pareil. Dans un pays, si tu laisses chacun faire ce qu'il veut, l'anarchie s'installe. Et pour recommencer, remettre tout ça en œuvre, c'est un problème.